Autour de Noël, à cette période de l'année, j'ai emménagé dans une nouvelle maison construite dans les années 1940. Si je me souviens bien, c'est une vieille baraque qui, comme toutes les autres, fait des bruits étranges la nuit. Je suis normalement pas quelqu'un qui flippe facilement, donc rester seul ici ne me posait aucun problème. Heureusement, pendant les 2 premières semaines, 2 amis vivaient avec moi, le temps de trouver un appartement. Ils venaient tout juste d'arriver en ville et je leur avais proposé de rester ici en attendant. Ils ont finalement trouvé un logement la 2e semaine après notre installation et ils ont déménagé ce week-end-là pendant que j'étais au travail. J'avais demandé à l'un d'eux qui avait la clé de la porte d'entrée de la laisser sur le comptoir en partant pour que je puisse la récupérer. Quand je suis rentré du travail, la clé n'était pas là. Ils avaient oublié de me la laisser. Pas grave, je pouvais entrer par la porte arrière et mon ami m'avait promis de me la rendre le lendemain. Le soir suivant, je me pose pour mater quelques films et profiter officiellement de ma première nuit seule dans la maison. J'attendais que mon amie passe déposer la clé, mais elle n'est jamais venue. Après lui avoir envoyé un message, elle m'explique que son copain, l'autre coloc, avait dû finir tard au boulot et comme c'était lui qui avait la voiture, elle ne pouvait pas passer. Elle me jure qu'elle me l'apportera le lendemain matin, vers 5 heures, avant de partir travailler au café du coin. Après mon dernier film, je vais me coucher et je fais un cauchemar ultra vif et terrifiant. Avant de te raconter, j'ai fait un petit schéma rapide du plan de ma chambre rêvée que tu vois ici à l'écran. Dans mon rêve, j'étais allongé sur le lit avec un ami. Il faisait très sombre, mais une source de lumière diffuse me permettait de distinguer les objets. J'entends alors le bruit de vêtements qui tombent au sol. Je me redresse et regarde dans le couloir vers la salle de bain. Des vêtements sont empilés devant la porte. Je pige pas comment ils sont arrivés là. Je me dis qu'ils sont tombés du placard. C'est à ce moment que mon ami me dit « J'ai peur ». Moi aussi, je réponds. On décide de quitter la chambre pour aller ailleurs dans la maison. En sortant, je regarde à nouveau dans le couloir et quelque chose passe sa tête depuis l'intérieur du placard, juste au coin du couloir. C'était une silhouette sombre, chauve, et mon cerveau a automatiquement imaginé qu'elle portait un costume. Et non, ce n'était pas Slenderman si tu te poses la question. Ce qui m'a vraiment foutu en l'air, c'est la façon dont ce truc bougeait. Pas comme un humain. Ses gestes étaient là saccadés, spasmodiques, comme glitchés. Ça m'a glacé le sang. « Dégage !» ai-je hurlé. « Pars ! Tu n'as rien à faire ici !» Et plus je criais, plus cette chose se mettait à tressauter, comme coincée dans l'encadrement du placard. J'ai couru vers elle en continuant de hurler, et juste au moment où j'allais l'atteindre, elle a glissé brusquement dans le placard. J'ai bondi dedans, allumé la lumière. Rien. Vide. C'est là que je me suis réveillé. J'étais tellement secoué que j'avais peur d'ouvrir les yeux, convaincu que j'allais trouver quelqu'un debout juste à côté de mon lit. Impossible de me rendormir. La maison était trop silencieuse, et le cauchemar me retournait le cerveau. J'ai allumé la télé pour briser le silence et me calmer un peu. Après 15 à 28 minutes, je commençais à somnoler. J'éteins la télé. Une dizaine de minutes plus tard, j'entends frapper quelque part dans la maison. Je suis sûr de l'avoir entendu, parce que mon chat, qui dort toujours avec moi, s'est redressé d'un coup, oreille dressée, avant de sauter du lit pour aller voir. J'ai ignoré le bruit, pensant que c'était mon ami qui venait déposer la clé. Il était presque 5 heures après tout. Je finis par m'endormir. Le lendemain matin, le premier truc que je fais, c'est vérifier la boîte aux lettres. Aucune clé. Je vais alors au café où travaille mon amie. On me dit qu'elle n'est pas là aujourd'hui. Je l'appelle. Messagerie directe. Je laisse un message. Elle m'envoie un texto peu après, disant qu'elle s'était réveillée à 6 heures avec des maux d'estomac, qu'elle avait appelé pour dire qu'elle venait pas et que je pouvais passer chez elle récupérer la clé. J'aurais pu m'arrêter là, mais je repense au cauchemar et surtout au knock-knock que j'ai entendu juste après. Ce qui me trouble, c'est que même si mon amie était passée, pourquoi aurait-elle frappé? Elle aurait supposé que j'étais réveillé à 5 heures du matin. Et en y repensant, ce n'était pas un bruit de porte, c'était un bruit de tapotement sur du verre. Dans la cuisine, j'ai une grande porte coulissante en verre qui donne sur la cour arrière, entièrement clôturée. Je l'avais utilisée plusieurs fois quand je n'avais pas la clé de la porte d'entrée. Pourquoi quelqu'un serait-il dans ma cour entre 4h30 et 5h du matin?
Et pourquoi frapper sur la vitre? Ça ne faisait aucun sens. Je laisse tomber. Je commence ma journée en arrosant mes plantes sur le comptoir, juste sous les 3 petites fenêtres de la cuisine. J'ouvre les stores pour laisser passer la lumière. Et là, je vois quelque chose qui m'a glacé le sang. La photo que tu vas voir maintenant, c'est exactement ce que j'ai vu en ouvrant les stores. Tu peux choisir de me croire ou non, mais je jure sur ma vie, et sur celle de toutes les personnes que je connais, que ce n'était pas là la veille et que je n'ai rien fait. La série d'événements étranges de cette nuit-là, puis ça, je n'ai aucune idée de ce qui se trouvait dehors, devant ma fenêtre, ce matin-là. Mais quelqu'un ou quelque chose y était. Quand j'avais environ 12 ans, je rentrais de l'école avec mes amis. Comme d'habitude, une fois qu'on arrivait à la grande route, je continuais seul, parce que j'habitais plus loin que les autres. Un jour, j'ai remarqué qu'un petit pick-up blanc m'avait dépassé plusieurs fois. Mais comme la petite fille naïve que j'étais, j'ai juste pensé qu'il était perdu. J'ai réalisé que le pick-up me suivait vraiment quand il a tourné dans mon quartier. Là, j'ai couru aussi vite que je pouvais pour rentrer chez moi. Je n'étais toujours pas certaine qu'il me suivait. Alors j'ai essayé d'oublier. Une fois dans la maison, je me suis senti en sécurité. J'ai repris ma routine habituelle après l'école. J'ai enlevé mes chaussures, allumé la télé, pris un goûter dans le frigo et j'ai fait entrer mes 2 chiens. Au moment où j'allais m'asseoir pour manger, j'ai entendu une porte de voiture claquer. J'ai couru vers les stores et bien sûr j'ai vu le petit pick-up blanc dans l'allée de ma maison. Quelques secondes plus tard, on a frappé à la porte. Et moi, comme une gamine stupide, j'ai ouvert. Le conducteur du pick-up était là. Il était en sueur et me fixait droit dans les yeux. Je lui ai demandé ce qu'il voulait, mais il ne disait rien. C'était l'un des moments les plus gênants de ma vie. Je m'en souviens encore parfaitement. J'allais lui reposer la question quand il a soudain essayé de forcer l'entrée. J'ai claqué la porte aussi fort et aussi vite que j'ai pu, et j'ai réussi à la verrouiller. Mes 2 beagles ont commencé à aboyer. L'homme a tambouriné contre la porte d'entrée pendant quelques minutes, puis il est parti vers l'arrière de la maison pour frapper sur la porte du jardin. Qu'est-ce qu'il voulait? J'ai rampé jusqu'à la cuisine, où se trouvait le téléphone fixe. J'ai appelé mon grand-père, qui habitait au bout de la rue, parce que je pensais qu'il arriverait plus vite que la police. Il m'a dit qu'il serait là en moins de 5 minutes et de prévenir la police après avoir raccroché. À ce moment-là, j'ai commencé à hurler et à supplier l'homme de ne pas me tuer, en pleurant comme jamais. Mais non, il frappait encore plus fort, encore plus violemment. C'est là que j'ai vraiment cru que j'allais mourir. J'ai décidé d'aller me cacher à l'étage. En montant les escaliers, j'ai remarqué que les coups avaient cessé. Je suis retourné au store, le pick-up avait disparu. Mon grand-père est arrivé quelques secondes plus tard. Je me suis précipité vers lui pour lui dire que l'homme était parti juste avant son arrivée. Pendant que je lui racontais, j'ai vu le pick-up repasser au bout de la rue, en direction de la sortie du quartier. J'ai essayé de lui montrer, mais je devais parler n'importe comment, parce qu'il m'a juste ramené à l'intérieur. Il n'y avait aucun signe de l'homme, à part la barrière du jardin restée ouverte et la photo que j'avais récupérée de la caméra de sécurité. Je n'ai jamais appelé la police, même si j'aurais dû. Pendant des mois après l'école, je devais aller chez mon grand-père tous les jours. On a parlé de l'incident en famille, mais je n'ai plus jamais vu ni entendu parler de cet homme. Mais une chose est sûre, ce jour-là, j'ai vraiment cru que j'allais y passer. C'était l'été, dans une petite ville du Nouveau-Mexique. J'avais environ 15 ans à l'époque, et comme l'école était finie, je faisais quelques petits boulots en ville pour gagner un peu d'argent. Tondre des pelouses, promener des chiens, n'importe quoi qui pouvait me rapporter quelques billets, tu vois. Il y avait ce type qui vivait dans ma ville. Un homme plus âgé, un peu plus de 70 ans, Monsieur Lesnar. Il avait été professeur dans mon école, mais je ne l'avais pas vu depuis au moins 1 an. Chauve, avec une grosse barbe blanche. Mets-lui un costume rouge, et il aurait pu passer pour un Père Noël de centre commercial. Je me souvenais de lui comme d'un gars sympa et amical. Alors quand je l'ai croisé en ville, je lui ai demandé s'il avait besoin d'aide pour quelque chose. Il m'a dit que oui, il avait besoin d'aide pour réorganiser certaines parties de sa maison, et il m'a dit qu'il me paierait 50 $ si je l'aidais. Quand tu as 15 ans, 50 $ dans ta poche, c'est comme être millionnaire.
J'ai accepté. Le lendemain, je suis allé chez lui et j'ai frappé à la porte. Il a ouvert avec un grand sourire et m'a fait entrer. La première chose qui m'a frappé, c'était l'odeur. Sa maison avait cette odeur de vieil homme, lourde et vieillotte. Je ne savais pas grand-chose sur lui, honnêtement. Oui, il avait enseigné dans mon école. Mais tout ce dont je me souvenais vraiment, c'était qu'il portait toujours des chaussettes avec des sandales et qu'il passait toutes ses vacances scolaires au Mexique. J'ai commencé par nettoyer la cuisine. Une fois que j'avais terminé, il m'a dit qu'il voulait que je l'aide à emballer des affaires dans le sous-sol. Il avait trop de bazar là-dedans et voulait organiser et jeter une bonne partie. Il m'a dit de commencer à mettre les choses dans des cartons et de le prévenir quand j'aurais fini. Il y avait environ 12 marches qui descendaient dans ce sous-sol étrangement grand, qui sentait le renfermer. Il a allumé la lumière. Une unique ampoule poussiéreuse éclairait l'endroit. J'ai pris quelques cartons pliés et je suis descendu. Donc j'étais là, en train d'emballer tout un tas de vieilleries dans ce sous-sol sale. J'ai dû passer environ 45 minutes là-dessous, seul. Pendant que je travaillais, je me suis appuyé contre un endroit précis du mur et j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Un panneau était desserré, pas un morceau brisé du mur. Non, ce panneau avait été intentionnellement laissé amovible. Ma curiosité a pris le dessus et j'ai commencé à le tripoter. Il s'est détaché immédiatement. Derrière, il y avait un petit compartiment. Et dans ce compartiment, une boîte. C'était comme trouver un trésor caché. J'ai vérifié que M. Lesnard n'était pas en haut des escaliers. Personne. Je savais que je ne devrais probablement pas, mais j'ai sorti la boîte. J'ai soulevé le couvercle, curieux de voir ce que l'ancien cachait là. Au début, il n'y avait pas l'air d'y avoir grand-chose. Un journal, quelques babioles et une petite pile de photos. 10 ou 12 environ. J'ai pris les photos. Mon cœur s'est immédiatement effondré. La première photo, j'avais du mal à y croire. On y voyait M. Lesnard, un pistolet à la main, agenouillé à côté du corps d'une femme morte, allongée dans la terre. Ses yeux vides fixaient l'objectif. C'était clairement une femme mexicaine, et elle avait été abattue. La deuxième photo était presque identique, mais cette fois, c'était un homme, mort lui aussi. Non, ça peut pas être réel, ai-je pensé. J'ai fait défiler toutes les photos. Chaque foutue image, la même histoire. Lesnard agenouillé à côté d'un cadavre ensanglanté, posant comme un chasseur avec ses trophées humains. Les victimes avaient tous les âges. Au dos des photos, il y avait des inscriptions en espagnol que je ne comprenais pas. Mais j'avais compris l'essentiel. C'était une boîte remplie de trophées morbides de ses voyages au Mexique, cachés au fond d'un mur. Sur certaines photos, Lesnard paraissait plus jeune. Sur d'autres, il avait l'air dans la soixantaine. Mais dans toutes, il affichait le même sourire dérangeant, fier de ses prises. Un mélange d'horreur, de dégoût, de colère et surtout de peur m'a envahi. J'étais dans le sous-sol du monstre qui apparaissait dans ces photos. Sans réfléchir, j'ai remis les photos dans la boîte, replacé la boîte dans le mur et j'ai commencé à refixer le panneau. Je tremblais tellement que je m'y reprenais à plusieurs fois. Je voulais absolument que tout ressemble exactement comme avant. J'étais en train de remettre le panneau lorsque j'ai entendu le craquement d'une marche en haut des escaliers. Je me suis retourné. Monsieur Lesnard était là, debout près de la porte du sous-sol, me regardant. Je ne me suis jamais senti autant comme un rat pris au piège. « On dirait que tu fais du bon travail », a-t-il dit. Mon cœur a raté un battement. J'ai marmonné quelque chose en essayant d'avoir l'air normal. « Oh, ne fais pas attention à moi. Je monte faire une petite sieste. Continue. » Il s'est retourné lentement et est reparti dans le couloir. Une vingtaine de secondes plus tard, j'ai entendu ses pas monter vers sa chambre. Mon esprit tournait à 1000 à l'heure. M'avait-il vu toucher au panneau? Savait-il que j'avais vu les photos? Mon Dieu, est-ce que j'étais en danger? J'étais juste un gamin maigre. Je n'ai pas attendu pour le découvrir. J'ai patienté quelques secondes, puis j'ai filé vers les escaliers du sous-sol. J'ai grimpé à toute vitesse, couru jusqu'à la porte d'entrée, attrapé la poignée et tourné. Rien. La porte était verrouillée de l'intérieur. Il l'avait verrouillée avant de monter. Pas le temps de réfléchir. J'entendais des mouvements à l'étage. Il revenait. J'ai sprinté dans le couloir jusqu'à la cuisine, sachant qu'il y avait une porte arrière. J'ai prié en attrapant la poignée. Un coup de tourne-poignée.
Elle s'est ouverte. J'ai foncé dehors, contourné la maison et couru jusqu'à la rue principale. Je ne me suis retourné qu'une seule fois. Dans une fenêtre du rez-de-chaussée, j'ai vu le visage du vieil homme. Il tenait quelque chose dans la main. Impossible de voir quoi exactement, mais tu devines très bien ce que j'ai pensé que c'était. J'ai continué à courir jusqu'à chez moi, remerciant le ciel que ce type vive dans un cul-de-sac et pas en pleine cambrousse. Sinon, j'aurais été persuadé qu'il m'aurait tiré dessus. Évidemment, j'ai tout raconté à mes parents. On a prévenu les autorités, je leur ai indiqué le panneau secret et les photos. Quand ils ont inspecté la maison, ils ont bien trouvé le compartiment. Mais il était vide. Aucune boîte, aucune photo, aucune preuve. Ils ont pensé que je faisais une blague ou que j'exagérais. Ils n'ont pas cherché plus loin. Je ne sais pas ce que Lesnar a fait des photos. Les a-t-il détruites? Cachées ailleurs? Mais il s'en est sorti, quoi qu'il en soit. Il a vécu encore 8 ans après ça. Pendant ce temps, j'ai fini le lycée, je suis parti à l'université, puis j'ai déménagé. Mes parents, eux, ont toujours vécu au même endroit. Et chaque fois que j'étais chez eux, je regardais derrière mon épaule. Je savais que Lesnar voulait emporter son secret dans la tombe. Et j'ai toujours eu peur qu'il essaie de me réduire au silence pour s'en assurer. C'est dur à croire qu'il existe des gens comme ça, qui mènent une vie apparemment ordinaire. Alors que derrière les apparences, ce sont des monstres. Je suis juste heureux de ne pas être devenu son dernier trophée.